Est-ce qu'il y a besoin encore de présenter Michel Develay? J'en suis pas sûre, on va le faire quand même parce que pour nous, c'est un honneur et une chance de vous avoir avec nous et surtout de vous écouter pendant 1 heure. Je sais que certains vous ont déjà entendu début juin et reviennent ici à chaque fois qu'ils voient votre nom. Alors, vous avez été professeur de sciences de l'éducation à l'université Louis Lumière à Lyon 2. Vous avez dirigé le centre de recherche en sciences de l'éducation de cette même université. Et puis, surtout, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur les apprentissages scolaires et la formation des enseignants. Si je devais en recommander un, ce serait celui sur le sens donné à l'école. Mais on laissera les personnels ici présents aller à la recherche. Alors, Michel Develay, merci beaucoup d'être avec nous. On va s'effacer, on va couper nos micros et puis on va vous écouter pendant l'heure qui arrive. Très bien, merci Julie. Bonjour à chacune, bonjour à chacun. Donc on a 1 heure, je vais consacrer 3/4 d'heure de temps à un exposé, puis je pense qu'on aura comme ça 1/4 d'heure d'échange. Alors, la question qu'on se pose toujours, c'est pourquoi finalement échanger sur cette thématique des compétences de vie alors que le monde de la réflexion pédagogique est occupé par, si je passais en revue tout ce que j'ai connu, je commencerai, je crois, par toutes les réflexions de nature psychanalytique auxquelles ont succédé des réflexions concernant la pédagogie par objectif, la pédagogie différenciée, la gestion mentale, les profils pédagogiques. Donc, finalement, pourquoi cette nouvelle problématique apparaît aujourd'hui? Je vois 2 raisons. Si je propose d'aborder cette question, première raison, c'est parce que la problématique n'est pas spécifiquement française, ne m'appartient pas. C'est une problématique qui j'ose le terme, se mondialise. On le verra tout à l'heure parce que dans des pays extrêmement différents, du Japon aux USA, la question des life skills est présente. La deuxième raison, c'est parce que je crois que je dirais la philosophie générale des compétences de vie est en phase, me semble-t-il, avec le point de vue de la mission laïque française. Je veux dire qu'on va le voir progressivement, que cette question tangente des interrogations sur la citoyenneté, sur l'autonomie des élèves, sur le couple éducation-instruction, sur même le couple individuation, socialisation. Alors, pour exposer, j'ai pris le parti de dire presque un parti historique. En fait, en 2017, comme le montre la diapositive au bas, on m'a proposé de réfléchir sur la thématique, c'était l'intégration des compétences de vie dans les curricula disciplinaires. L'intégration des compétences de vie dans les curricula disciplinaires. Donc, il ne s'agissait pas de permettre l'existence de compétences de vie au sein de l'école, en soi, détaché de tout contenu d'enseignement, il s'agissait d'intégrer cette idée de compétences de vie on va dire, au programme, au curricula disciplinaire. Et quand il m'a été proposé ceci, avec le recul, j'ai eu le réflexe, d'une part, de penser que le terme de compétence de vie recelait des savoir-faire, des savoirs tout court, pour compétences de vie, pour vivre, pour exister aujourd'hui. Et je me suis dit, ça veut dire qu'il y a sans doute, à travers les compétences de vie, des idées qui, à ma foi, débordent les programmes disciplinaires. Alors peut-être l'idée de compétences de vie s'ancre-t-elle dans une réflexion sur ce qu'on appelle aujourd'hui les questions socialement vives, les éducations A, peut-être ce terme de compétences de vie est-il en lien avec les discussions à visée philosophique? Alors c'est une première idée que j'ai eue. La deuxième idée que j'ai eue,
c'est de penser que derrière l'idée de compétence de vie, merci Julie, derrière l'idée de compétence de vie se cachait autre chose. Ce n'était pas simplement des compétences pour vivre, pour exister aujourd'hui, comme une éducation à la santé, au développement durable, à la biodiversité, pourrait le faciliter, mais c'était des savoirs et des savoir-faire nécessaires tout au long de la vie. Et c'était, et je pensais, une reprise de la commission de Delors de 1996, ou à travers ce que Jacques Delors, la Commission européenne, avait développé à ce moment-là, le lifelong learning, c'est-à-dire aider à apprendre à connaître, apprendre à être, apprendre à faire, apprendre à vivre ensemble. C'est la deuxième idée. Mais face à ces deux idées, une interrogation existait. Pour moi, c'est est-ce que s'intéresser aux compétences de vie, on allait ajouter des compétences au contenu des programmes. C'est-à-dire, finalement, est-ce que c'était, comme pourraient le laisser penser les éducations A, est-ce que c'était quelque chose qui venait en plus des contenus? Ça, c'était mes interrogations en 2017. Aujourd'hui, en 2021, voilà, après 4 ans de contact avec des classes, essentiellement en Tunisie et au Maroc, les idées auxquelles je suis parvenu. Si vous me demandiez, mais qu'est-ce que c'est que les compétences de vie, je vous répondrais, ce sont des habiletés, le terme de skill, je disais tout à l'heure les life skills, ce sont des habiletés socio-émotionnelles, relationnelles, cognitives, on pourrait dire encore méthodologiques, qui permettent d'apprendre toute la vie. Et j'ajouterais, ça me semble très important, ce sont des accompagnants au savoir académique. Donc, je dis deux choses. Si on s'intéresse aux compétences de vie, on s'intéresse à des domaines socio-émotionnels, relationnels, cognitifs, et d'autre part, ces domaines-là ne sont pas indépendants des savoirs académiques. C'est-à-dire que, on va le voir tout de suite, c'est-à-dire que pour apprendre quelque chose, eh bien, ma foi, sans qu'on ait l'impression de s'y intéresser, on s'intéresse à ses compétences de vie. Voilà 3 exemples. Pris au collège, langue vivante en 4e, pris au primaire, dans le cadre de l'éducation islamique au CM2, et pris au lycée, dans le cadre en seconde d'un enseignement de géographie. Et voilà, quelles sont les consignes que les enseignants dispensent aux élèves. Voilà, on pourrait dire, voilà la situation d'apprentissage qui est proposée aux élèves au collège dans le cadre de langue vivante en classe de 4e. Donc, ces exemples, je les ai rencontrés sur le terrain. Par groupe de 3, écrivez un texte de 4 phrases décrivant votre classe à un professeur remplaçant. Au primaire, à travers l'éducation islamique, voilà la consigne qui est donnée. La consigne qui est donnée, merci Julie, c'est 3 familles ont la télévision. Pour la première famille, la télévision peut être regardée jusqu'à 21h. Voilà. Mais de manière toujours, constamment, on peut regarder la télé jusqu'à 21h, pas jusqu'à 22h, jusqu'à 21h. Deuxième famille, pour la deuxième famille, comme les enfants le veulent, donc la télé elle est regardée jusqu'à l'heure que décident les enfants. Et pour la troisième famille, si le programme est intéressant, on peut dépasser 21h. Et s'il n'y a rien d'intéressant, on ne regarde pas la télé. Et donc, la consigne qui est donnée aux élèves, c'est qu'un élève exposera le point de vue du groupe en le justifiant. Voilà, un travail encore aussi de groupe. Un élève exposera le point de vue du groupe en le justifiant. Et au lycée, en classe de seconde, il s'agit de jouer au maire. Vous êtes maire et vous souhaitez faire venir une industrie agroalimentaire dans la commune. Quelles sont les 3 mesures clés que vous entreprenez? Voilà, ça, vous allez me dire, compétences de vie. Pourquoi vous parlez de ces exemples? Les compétences de vie, où sont-elles? Alors, décortiquons rapidement chacun de ces exemples. Dans le premier cas, le collège, classe de 4e, langue vivante, anglais, on se rend
compte que pour arriver à répondre à la consigne, c'est-à-dire d'écrire un texte de 4 phrases à un professeur remplaçant qui va venir vous enseigner, il y a la nécessité de savoir disciplinaire, évidemment du registre, du vocabulaire, de la syntaxe en anglais. Mais il n'y a pas que ça. Et là, on débouche sur des compétences que l'on ne travaille pas pour elles-mêmes en classe, des compétences socio-émotionnelles. Je veux dire qu'on est en groupe de 3, il s'agit de proposer quelque chose, il va y avoir, c'est un texte nouveau, il va y avoir des compétences qui sont de l'ordre de la créativité, de l'ordre de la communication, de l'ordre de la participation, et enfin, il y a des compétences d'ordre méthodologique. Il va falloir organiser la pensée de ce groupe pour que la présentation soit réussie. De quoi est-ce qu'on va parler, dans quel ordre, en mettant quels éléments en valeur. Voilà. Ce que je veux montrer d'emblée, c'est que chaque fois qu'on enseigne un élément du programme, de la discipline dont on a la responsabilité, on se centre sur cet élément à enseigner. On se centre sur le programme, pour faire rapide. Et on oublie que pour arriver à maîtriser cet élément du programme, il convient de maîtriser alors ce que j'appellerai tout à l'heure des accompagnants des contenus disciplinaires qui sont ces compétences de vie. Si je prends, et je ne vais pas le faire pour les 3, si je prends le deuxième exemple, celui de l'éducation islamique, 3 familles, la télé, voilà comment on procède la première famille. On peut la regarder jusqu'à 21h. La deuxième, on la regarde selon, comme les élèves, comme les enfants le veulent, pardon. Et la troisième, selon l'intérêt ou pas du programme de télévision, on la regarde plus ou moins tard. Il y a évidemment là aussi des savoirs disciplinaires. Et puis il y a des savoirs qui sont, alors on peut dire adisciplinaires, par rapport au contenu de programme, on peut dire extradisciplinaire. Là encore, il y a des compétences socio-émotionnelles. Finalement, en faisant ce que l'on fait, en comparant le comportement de ces 3 familles, on développe un certain esprit critique. Je veux dire que si les élèves, comme je l'ai vu, en arrivent à dire que, ma foi, regarder la télé comme on le veut, ce n'est pas la meilleure des manières. On développe son esprit critique, coopération, négociation, gestion de ses émotions. Alors, je vous entends. Et puis, troisième type de compétences, des compétences que je qualifie de méthodologiques, mais on va voir dans un instant qu'on pourrait les qualifier aussi de cognitives, clarifier, classifier ses arguments. Mais je vous entends. Vous êtes en train de dire, mais est-ce qu'on peut faire un inventaire de ces compétences socio-émotionnelles, méthodologiques? Alors, évidemment, en plaisantant, je vous inviterai, par rapport au troisième exemple, le lycée, cette classe de seconde en géographie, et le fait de se projeter dans la fonction de maire et qui souhaite faire venir une industrie agroalimentaire dans la commune et d'identifier les 3 mesures clés que vous entreprenez, ben, ma foi, vous êtes à même tout à la fois d'identifier des savoirs disciplinaires, des compétences émotionnelles, des compétences méthodologiques. Bon, je ramasserai les copies demain, hein, donc ce sera votre travail du soir, le cas échéant. Vous avez compris, j'espère, que je plaisantais. Alors, quelles sont les compétences de vie qui sont identifiées dans différents pays? Et je vais en prendre 3 de pays. D'une part, le Québec, d'autre part, le Japon, et puis le lieu avec lequel j'ai le plus travaillé, c'est-à-dire dans le cadre de l'UNICEF et dans le cadre du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, Middle East and North Africa. Voilà les compétences de vie telles qu'elles existent, telles qu'elles sont identifiées, telles qu'elles sont caractérisées par les systèmes éducatifs. Au Québec, ce que je trouve intéressant, c'est que
voyez, 1, 2, 3, 4 en blanc, 5, 6, 7, 8, 9, il y a 10 compétences de vie qui sont identifiées par le système éducatif québécois. Alors, petite parenthèse, ces compétences de vie ne sont pas différentes de l'école maternelle à une classe de terminale. Enfin, il n'y en a pas dans le système québécois, enfin, du début de l'école primaire ou préélémentaire à la fin du cycle secondaire, dans le cadre de la pédagogie collégiale. Alors, d'une part, il y en a 10, et d'autre part, ces compétences de vie se déclinent 2 à 2. Et effectivement, il est très difficile de suggérer que ces compétences socio-émotionnelles, relationnelles, méthodologiques sont facilement identifiables. Vous voyez qu'en parlant de compétences de vie, on parle en fait d'une certaine modélisation de la pensée. J'y reviendrai. Alors, compétences de vie, ça va résoudre des problèmes. Et pour résoudre des problèmes, effectivement, il faut savoir prendre des décisions. Compétences de vie, développer une pensée créatrice. Et pour développer une pensée créatrice, une pensée originale, une pensée nouvelle, sans doute faut-il faire preuve d'une pensée critique par rapport à ce qui préexiste. Troisième couple, savoir communiquer. Et alors, savoir communiquer et toutes les formes de communication, y compris corporelles, c'est être habile dans les relations interpersonnelles. Quatrième couple, avoir conscience de soi, avoir de l'empathie pour les autres. Cinquième couple, savoir gérer son stress ou savoir gérer ses émotions. Alors, je vous entends dire, et vous avez tout à fait raison, mais bon, qu'est-ce que vous appelez savoir communiquer efficacement? Qu'est-ce que le système éducatif québécois appelle prendre des décisions? Donc, il ne s'agit pas seulement d'identifier, de caractériser ces compétences de vie, il s'agit aussi de leur donner forme, de leur donner vie, évidemment, à travers les pratiques, on va y revenir, mais de leur donner sens à travers une définition qui pourrait caractériser chacune. Et si, comme je le disais il y a un instant, ce sont les mêmes compétences de vie qui existent depuis le système préélémentaire jusqu'à la fin du secondaire, on ne peut pas dire, on ne peut pas laisser entendre que résoudre des problèmes est la même signification dans un cas et dans l'autre. On ne peut pas laisser entendre qu'une pensée critique soit identique pour des enfants de 5 ans et pour des préadultes. Donc, vous voyez, là, je suis en train d'identifier un certain nombre de questions autour desquelles on va tourner. Deuxième exemple, le Japon. Alors, au Japon, voilà un tableau qui, j'ai noté en blanc des termes qui sont identiques à ceux que j'ai identifiés précédemment. C'est intéressant. Il y en a d'autres qui sont spécifiques à la culture japonaise. Vous voyez que créativité, résoudre un problème, communiquer, savoir coordonner les intérêts des uns et des autres, ça n'est pas dit sous cette forme par le système québécois, mais la participation y est proche, prendre des décisions, c'est la même chose. Et puis troisième système éducatif que je vous suggère, c'est donc ce système de l'UNICEF, alors qui concerne les pays du Maghreb, mais qui concerne aussi la Libye, la Jordanie, qui concerne les pays du Moyen-Orient. Alors là, la modélisation qu'ils ont faite, il faut d'abord lire le cadran central. En fait, l'UNICEF fait l'hypothèse que ces compétences de vie, on va les retrouver dans 4 domaines. Le domaine des apprentissages. Pour apprendre, il faut être créatif, il faut être critique, il faut être capable de résoudre des problèmes. Les 3 qui sont en haut et à droite. Alors, l'UNICEF fait l'hypothèse que ces compétences de vie doivent être en relation avec des compétences qui sont
nécessaires pour s'employer, des connaissances qui sont nécessaires pour s'employer. Et du reste, elle a tout à fait raison de faire ce rapprochement, parce que je n'ai pas fait de diapositive. Il y a aujourd'hui beaucoup de travaux qui sont conduits et qui montrent que dans une entreprise, quand on veut engager quelqu'un, eh bien, son niveau de diplôme est important, mais à niveau de diplôme équivalent, on recherche d'autres compétences chez la personne. Et ces compétences qu'on recherche chez la personne, eh bien, sont de l'ordre de compétences de vie, sont de l'ordre de compétences socio-émotionnelles, sont de l'ordre de compétences relationnelles. Troisième domaine, pour le MENA, ce qui relève du développement personnel, communication, résilience, autogestion. Et puis, quatrième domaine, ce qui relèverait d'une citoyenneté qualifiée d'active, l'empathie, la participation et le respect de la diversité. Alors, si maintenant, j'ai passé en revue ces trois systèmes de scolarisation, le Québec, le Japon et les pays du MENA, si j'essaye de regarder ce qui en est dans ces trois domaines, peut-être avec la diapositive, merci Julie, on va le voir, les compétences de vie communes à ces trois taxonomies. Alors, vous voyez, ça va résoudre des problèmes, ça se retrouve au Québec, au MENA, au Japon. Ça va prendre des décisions. Il y en a par contre qui n'existent que savoir gérer ses émotions. Ça n'existe qu'au Québec. Par contre, savoir gérer son stress, enfin, vous voyez, si je ne vais pas rentrer dans des problématiques de recherche, mais il est très intéressant, si vous aviez envie d'entreprendre une thèse, il serait très intéressant de la conduire autour de l'idée de compétences de vie pour regarder en quoi ces compétences de vie, à travers des cultures différentes, sont proches, en quoi elles se différencient et dans quel domaine elles se différencient. En tout cas, ce que je veux peut-être montrer rapidement, c'est que l'idée de compétences de vie est une idée qui fait florès dans des pays extrêmement différents, qui fait florès, je l'ai dit peut-être trop rapidement, dans le monde du travail. Et si j'essaye de proposer des familles de compétences de vie, alors je les ai déjà énoncées, il me semble qu'on peut en identifier trois. Il y a des familles de compétences de vie qui renvoient à une dimension personnelle, c'est-à-dire qu'à l'école, j'apprends des choses, alors j'apprends de l'anglais, j'apprends de l'histoire, de la géographie, des mathématiques, j'apprends des contenus et j'acquiers des compétences disciplinaires et j'acquiers aussi, alors évidemment maintenant il va falloir le rendre explicite, j'acquiers aussi des compétences qui sont d'ordre personnel ou socio-émotionnel, qui incluent des aspects sensibles et émotionnels, être soi finalement, et puis des dimensions relationnelles. Je n'existe qu'avec et que par les autres, très fréquemment, donc susceptible d'améliorer l'engagement citoyen. Tout à l'heure, je parlais d'être soi. Ici, je parlerai davantage d'un vivre ensemble à travers respect de la diversité, empathie, participation, coopération, négociation. Et puis une dimension cognitive. Alors, j'hésite entre les deux termes, cognitive ou méthodologique. Méthodologique, vous savez le sens du métaodos, le chemin à suivre pour parvenir au but qu'on s'est fixé, c'est ça une méthodologie, métaodos. On peut parler d'une dimension cognitive aussi, pour savoir apprendre à connaître, la créativité, l'esprit critique, la capacité à organiser sa pensée. Et à côté, donc, qu'est-ce qu'on apprend à l'école? Alors, des compétences de vie, ces trois, et puis évidemment, une dimension conceptuelle qui sont les contenus académiques programmés par discipline. Et donc, vous voyez, par rapport à l'interrogation qui était la mienne, quand j'étais en contact avec l'idée de compétences de vie, et que je me posais la question, mais va-t-il s'agir de savoirs nouveaux à ajouter au savoir programmatique? Eh bien, la question est non, la réponse est non. Il s'agit de mieux comprendre ce qui accompagne la dimension conceptuelle, c'est-à-dire que pour apprendre ce que j'apprends en mathématiques,
ou prenons le cas des mathématiques, si pour apprendre ce que j'apprends en mathématiques, encore faut-il que je sois suffisamment autonome. Ici, on parle d'autogestion. Faut-il que je sois suffisamment autonome? Faut-il sans doute aussi que il y a d'autres dimensions socio-émotionnelles qui sont en jeu pour les élèves qui ont eu des difficultés dans le cadre de l'apprentissage d'une discipline donnée, parce qu'à un certain moment, ils ont fermé les rideaux, parce qu'à un moment, ils se sont dit, cette discipline, elle n'est pas faite pour moi. D'autres, au contraire, qui trouvent un plaisir certain à l'abord d'une discipline. Et donc, vous voyez, les compétences de vie ne sont pas des éléments qu'on va ajouter au programme. Ce sont des éléments que, sans très fréquemment identifier, nous maîtrisons pour apprendre quelque chose, pour apprendre un élément de programme. Alors, j'espère avoir ainsi éclairé les compétences de vie. J'écrivais tout à l'heure au début, je vous disais, les compétences de vie sont des habiletés socio-émotionnelles, relationnelles, cognitives, qui permettent d'apprendre toute la vie, et ce sont des accompagnants. Le terme, j'ai hésité entre écrire accompagnant ou adjuvant, par analogie avec le monde médical. Vous savez, dans le monde médical, il y a en général dans un médicament un principe actif, et puis à côté de ce principe actif, il y a ce qu'on appelle un adjuvant, c'est-à-dire là aussi quelque chose qui accompagne ce principe actif et qui permet à l'organisme de mieux intégrer ce principe actif. Mais vous voyez, les compétences de vie, ce sont des accompagnants des savoirs disciplinaires. Alors, tout ça, évidemment, ça conduit à s'interroger sur, mais alors, faut-il une pédagogie particulière pour acquérir ces compétences de vie? Je réponds oui. Il faut une pédagogie que je qualifie par trois termes. D'une part, activité, d'autre part, réflexivité, et enfin, transfert. Vous voyez, on ne peut pas suggérer que les élèves vont être actifs comme on l'est quand on développe son esprit critique ou a fortiori sa créativité ou quand on développe, quand on respecte à travers une activité déterminée la diversité des élèves avec lesquels on travaille. On ne peut pas on ne peut pas suggérer que les élèves vont acquérir ces compétences de vie si on les place face à des pédagogies qui sont des pédagogies uniquement de la transmission, ou alors ce qu'ils vont acquérir comme compétences de vie, c'est le respect de l'ordre, ce sont des compétences de vie que je n'ai pas notées précédemment. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas importantes, je dis qu'elles ne sont pas prioritaires à travers ce que j'observe de la prise en compte des compétences de vie à travers les systèmes éducatifs différents. Donc, la première chose, c'est activité. La deuxième chose, et ces choses ne sont pas indépendantes, il y a une flèche qui les relie, c'est réflexivité, c'est-à-dire que s'arrêter et tenter de comprendre comment s'est déroulée la séance, comment cette activité qu'on qualifie très fréquemment de métacognitive, cette activité qui permet de comprendre comment on apprend, cette activité qui permet de comprendre qu'est-ce qu'il a fallu faire pour comprendre ce que l'on a compris. Cette activité de réflexivité, il ne faut pas suggérer qu'elle existe seulement à la fin d'une séance, même si la fin d'une séance est importante pour identifier comment on a procédé, pour identifier ce que l'on pense avoir appris en plus du contenu disciplinaire. La réflexivité, elle est présente, je fais l'hypothèse que l'idée de représentation à travers une pratique pédagogique vous est acquise et que donc, comme je procédais, moi pour commencer, chaque fois que j'enseigne quelque chose, j'essaye d'aider les élèves à exprimer, à expliciter ce qu'ils pensent du sujet que je vais aborder avec eux. Cette réflexivité, c'est une caractéristique qui traverse en quelque sorte
toute la situation d'apprentissage, qui ne se réfère pas seulement à la fin de la séance. Alors, il me semble qu'une pédagogie des compétences de vie peut être matérialisée par ces trois termes, activité, réflexivité, et l'on a vraiment, alors ça me semble aussi important, qu'à la fin d'une séance, on aide les élèves à comprendre, à identifier, à caractériser, à expliciter ce qu'ils ont pu apprendre en dehors des contenus disciplinaires et qu'on les aide à préciser, à expliciter si en dehors de l'école, si en dehors de ce cours particulier, cette compétence de vie, ils en voient l'usage possible, ils en voient des occasions qui leur ont été données ou qui peuvent leur être données de la mettre en œuvre. Alors, je ne vais pas aller au-delà au plan pédagogique. Si j'allais au-delà, il me faudrait rentrer dans chacun de ces concepts. Qu'est-ce que vous dites quand vous dites activité? Qu'est-ce que c'est que l'activité de l'élève? Évidemment, il s'agit d'une activité intellectuelle, il ne s'agit pas seulement d'une activité physique. Qu'est-ce que vous entendez par réflexivité? Qu'est-ce que vous entendez par transfert? Alors voilà, trois éléments que je place. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il se passe quelque chose. Alors, par rapport à ces trois éléments, si j'avais à définir, merci Julie, si j'avais à définir une philosophie des compétences de vie, c'est-à-dire à chercher au-delà de l'action que je vais conduire, quels sont les éléments importants? Il y en a deux qui sont matérialisés comme sur ce trébuchet par les termes d'individuation et par les termes de socialisation. Il me semble que si l'on souhaite que les élèves comprennent comment ils apprennent, si on souhaite que les élèves, d'une certaine manière, réfèrent la manière dont ils apprennent par rapport à la manière dont l'enseignant a produit ou a fait produire sa séquence, il y a deux termes qui viennent, qui sont deux termes qui me semblent caractériser du reste toute la fonction scolaire, c'est l'individuation et la socialisation. Individuation et non pas individualisation, individuation, c'est-à-dire prendre l'élève dans ce qu'il est, et chaque élève est un être particulier, chacun de nous est un être particulier, chacun de nous est, pour reprendre des propos que je réfère à Jean-Marie Dole, est un être bio-psycho-socio-épistémique. Les élèves à l'école sont très fréquemment pris pour des élèves épistémiques. Épistémé, en grec, c'est la science. Des élèves épistémiques, c'est-à-dire des élèves dont je suis prof d'histoire, oui, Dupont ou Mohamed, voilà, c'est un bon élève ou c'est pas un bon élève, c'est-à-dire qu'on regarde très fréquemment les élèves à travers, dans le meilleur des cas, les compétences disciplinaires qu'ils ont. Mais prendre en compte l'élève dans sa globalité, dans sa complexité, c'est s'intéresser, vous voyez, à ses compétences socio-émotionnelles, à ses compétences relationnelles, à ses compétences cognitives, en plus de s'intéresser à la maîtrise des contenus disciplinaires. Et puis, l'autre terme, je n'existe que par le regard, j'existe en grande partie par le regard qu'autrui porte sur moi et je n'existe que par les autres. Donc, si j'essaye de me dire, mais derrière cette pédagogie d'activité, de la réflexivité et du transfert, quelles sont philosophiquement les valeurs, quelles sont philosophiquement les vertus, les attributs de cette pédagogie des compétences de vie, c'est individuation et c'est socialisation. Alors, il me semble que je peux à mon tour modéliser en me disant, voilà, s'intéresser aux compétences de vie telles que la pensée critique, telles que la créativité, telles que l'empathie, telles que le respect de la diversité, telles que la coopération, telles que la négociation, pour reprendre des compétences de vie que j'inventoriais précédemment, ça conduit à travers des principes philosophiques à un principe pédagogique, un autre principe pédagogique, un troisième principe pédagogique. Vous voyez, l'idée de compétence de vie, elle me semble renvoyer à l'idée que je peux débusquer l'invisible sous le visible.
En définitive, quand j'enseigne quelque chose, il y a des choses qui sont visibles, des élèves qui, par rapport à ce que j'enseigne, interviennent par rapport au contenu de ma discipline. Mais sous ce contenu visible, il y a des choses invisibles, et ces choses invisibles, ce sont les compétences de vie. Et dans ma modélisation, à partir des principes philosophiques et à partir des principes pédagogiques, mais on n'a pas le temps d'en parler ce soir, je pense qu'il ne faut pas dissocier cette réflexion des compétences de vie d'une autre réflexion, qui est le troisième registre qui va apparaître à l'écran, c'est aider les élèves à se centrer simultanément, ces choses-là ne sont pas indépendantes, c'est aider les élèves à comprendre ce qu'il faut, les accompagnants que j'évoquais, ce qu'il faut pour maîtriser un contenu et aider les élèves à maîtriser ce contenu. Et pour moi, maîtriser ce contenu, on y reviendra si on a la chance de fonctionner ensemble l'année prochaine, c'est revenir à l'épistémologie de la discipline, c'est revenir à une socio-histoire de la discipline, c'est revenir à une anthropologie de la discipline telle que j'ai pu en parler précédemment. Alors, je ne vais pas, j'ai dit qu'à moins le quart, on échangera. Donc, dernière diapositive. Cette dernière diapositive, mais finalement, quels sont les bénéfices possibles à retirer? Vous êtes enseignant, vous vous intéressez aux compétences de vie, mais finalement, pourquoi le faire? Alors, je pense qu'il y a 4 raisons de s'intéresser en tant qu'enseignant aux compétences de vie. La première, c'est s'intéresser à comprendre comment sa pratique est conscientisée par ses élèves. Comment on a fait aujourd'hui? Comment on a commencé? Vous vous souvenez là, le début de la séance? Comment est-ce qu'on a démarré? Allez, rappelle-moi. Si je veux m'intéresser à comprendre comment les élèves intègrent ce que j'ai fait avec eux, encore faut-il que je sois au clair sur la manière dont je vais procéder avec eux. Donc, pour un enseignant, c'est s'intéresser à comprendre comment sa pratique, non pas à comprendre sa pratique, mais comment sa pratique est conscientisée et vécue par ses élèves. Je veux dire qu'on apprend énormément d'élèves quand ces élèves vous disent qu'en définitive, alors que vous pensiez les induire tel ou tel chemin, ils en ont pris un autre, on apprend énormément à entendre et à écouter ces élèves. Deuxième bénéfice, c'est pour un élève, c'est comprendre ce qui est nécessaire pour apprendre plus efficacement. Je veux dire que ça peut sembler annexe, accessoire, à la limite dérisoire, de s'intéresser aux compétences socio-émotionnelles. Rappelez-vous, cependant, je suis sûr qu'il y a des disciplines avec lesquelles vous êtes trouvé en grande sympathie. Peut-être la discipline que vous avez choisi d'enseigner si vous êtes prof au collège ou au lycée, ou la discipline avec laquelle vous êtes le plus en affinité si vous êtes enseignant au niveau d'école primaire. Comprendre pour un enseignant, comprendre pour un élève ce qui est nécessaire pour apprendre plus efficacement, ça peut sembler dérisoire par rapport à l'importance conférée à travers les examens au contenu d'enseignement, et c'est cependant peut-être important, sinon fondamental, pour la destinée, soit en termes de choix de métier, soit en termes de réussite aux examens. Les compétences de vie peuvent sembler dérisoires, alors qu'il me semble qu'elles sont loin de l'être. C'est un intérêt, s'intéresser aux compétences de vie est intéressant aussi pour un chef d'établissement, parce qu'on peut s'intéresser aux compétences de vie à travers un même niveau, c'est-à-dire que je connais des établissements dans lesquels on va dire, ce trimestre-là, en classe de 4e, on va s'intéresser à la coopération. Voilà. Donc, le prof de français, le prof de maths, le prof d'EPS, mais c'est en EPS sans doute que les compétences de vie sont le plus fréquemment présentes.
je referme cette parenthèse. Donc, il y a toute une initiative à prendre pour travailler ces compétences de vie à un même niveau. Et puis, ces compétences de vie, elles sont présentes à travers les apprentissages disciplinaires, mais le respect de la diversité, la coopération, développer la créativité, c'est présent aussi à travers toute la vie scolaire. Et je connais des établissements pour lesquels l'intérêt qui est porté aux compétences de vie l'est à 3 niveaux. Au niveau des apprentissages disciplinaires, l'est au niveau de la vie scolaire dans l'établissement, et l'est au niveau de ce que je distingue de la vie scolaire, même si pour ma part je pense que ça en fait partie, tout ce qui est de l'ordre de l'associatif et tout ce qui est de l'ordre des clubs. C'est-à-dire qu'il y a là, pour un chef d'établissement, un projet qui me semble intéressant, c'est celui de considérer que son établissement est un lieu dans lequel, à travers apprentissage, vie scolaire et à travers club, on va travailler sur des compétences de vie identiques le cas échéant. Et dernier bénéfice, c'est pour un système scolaire, parce que quand on parle avec des responsables de systèmes scolaires, quand on parle avec, me vient par association, un échange avec le ministre de l'Éducation, ce n'est pas lui qui est encore en exercice, et qui me dit, monsieur, savez-vous quel est le pays qui envoie le plus de djihadistes en Syrie? Et l'homme me dit, c'est mon pays, monsieur. Et savez-vous quelles sont les formations de ces jeunes qui partent? Ce sont très fréquemment des jeunes qui ont connu l'enseignement supérieur et beaucoup d'ingénieurs. Et l'homme me dit, si je m'intéresse aux compétences de vie, pour ce que j'en ai compris, c'est parce que je pense que dans le système, l'homme, je ne le nommerai pas, l'homme a fait des études en France, c'est parce que je pense qu'à travers les compétences de vie, on doit pouvoir changer quelque chose dans ce système éducatif et dans ce que deviennent les élèves à la sortie du système éducatif. Donc je pense que pour un système scolaire, il y a un double intérêt à s'intéresser aux compétences de vie. D'une part, un intérêt pour ce que souhaitait ce ministre, espérer transformer, en tout cas modifier, en tout cas infléchir les pratiques pédagogiques des enseignants, et bénéfice identique, puisqu'il s'agit pour les élèves d'identifier ces compétences de vie telles qu'elles ont pu exister dans ce qu'ils ont fait, et pour les élèves, bénéfice identique, tenter de comprendre à travers la pédagogie qui va être mise en œuvre ce qui est important pour arriver à réussir à l'école. Voilà. Donc, pour un système scolaire concerné simultanément prof-élève, ou comment apprendre et comment vivre ensemble le couple éducation-instruction, puisque, en définitive, c'est à travers les enseignements programmatiques, c'est à travers les enseignements disciplinaires que sont développées des compétences de vie socio-émotionnelles, relationnelles, méthodologiques, qui sont d'un ordre qui n'est pas seulement celui de l'éducation, mais qui est un ordre qui est celui qui n'est pas d'un ordre seulement qui serait celui de l'instruction, mais qui est d'un ordre qui est celui de l'éducation, dès lors que ces compétences de vie, pensez à ce que je disais de Jacques Delors et du lifelong learning, que ces compétences de vie, l'esprit critique, la créativité, le respect de la diversité, l'empathie, la résilience, la coopération, etc., sont en jeu, pas simplement dans le champ scolaire, mais pour toute la vie. Voilà, j'ai dépassé un petit peu le 45, il est 47, je vous remercie et on peut maintenant, si vous le souhaitez, échanger. C'est avec un grand plaisir que je répondrai à vos questions.
Merci beaucoup pour l'intervention. Alors, il y a déjà des questions qui ont été posées dans la boîte de chat qu'on peut peut-être relayer, Marc. Et commencer, évidemment, se pose la question de l'évaluation. Alors, il n'y a peut-être pas toutes les réponses là tout de suite, mais on vous demande, en fait, Rania vous demande comment évaluer une compétence de vie au cœur de l'activité. Je pense qu'il y a au moins deux manières. La première qui est de l'ordre d'observation de comportement. D'observation de comportement. D'une certaine manière, c'est ce que fait un enseignant, j'allais dire au quotidien, observer le comportement des élèves. Mais s'il y a observation de comportement, cela veut dire qu'il y a des indicateurs de ce comportement. Ça veut dire que si je pense développer une compétence de vie qui s'appelle la coopération, et si je suis au collège, il va falloir que je définisse ce que c'est que la coopération. Il va falloir que je définisse entre la première année de collège, entre la sixième et la troisième, comment, en quelque sorte, cette coopération peut évoluer. Alors, première manière de penser évaluation des compétences de vie, c'est penser observation de comportement. Deuxième manière de penser compétences de vie, c'est penser auto-évaluation, c'est-à-dire, finalement, à travers ce que j'ai fait aujourd'hui dans le cadre de l'enseignement que j'ai connu, comment est-ce qu'il m'est possible de caractériser ce que je pense avoir appris. Et bon, les enseignants avec lesquels je travaille, on a construit des documents pour l'école primaire, par exemple, autour de ces questions d'auto-évaluation. C'est important, l'auto-évaluation. Tenter de comprendre comment Vous voyez pourquoi j'insistais sur la réflexivité. Tenter de comprendre comment je procède, comment je pense avoir procédé. Évidemment, il peut y avoir de la coévaluation. Hein. Eh bien, mon voisin va m'aider peut-être à identifier la manière dont j'ai fonctionné, de la même manière que moi, je vais l'aider à identifier la manière dont il a fonctionné peut-être. Voilà, je règle trop rapidement cette question de l'évaluation. C'est une question fondamentale et qui est d'autant plus fondamentale que, et c'est ce sur quoi bute actuellement, dans les pays que je connais, la question de l'introduction des compétences de vie, elle bute sur la question des examens. Elle bute sur la question des examens parce que si je pense qu'il est important de développer ces compétences de vie, alors je devrais penser qu'il est important que ces compétences de vie soient prises en compte dans le cadre des examens. Et pour que ces compétences de vie soient prises en compte dans le cadre des examens, évidemment, il convient de faire autre chose que les examens habituels. C'est assez... Oui, je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais je vais vous le raconter. Université de Brest, faculté de médecine. J'ai une petite fille qui m'explique que l'année prochaine, à Brest, en médecine, il y aura 130 places à la fin de la première année. Et l'université de médecine a convenu que les 80 premiers, il y a 130 places, les 80 premiers vont être pris automatiquement pour passer en deuxième année. Et alors, entre 80 et 130, il y a la 50 places. Eh bien, ces élèves-là ne sont pas pris pour passer en deuxième année. Ils s'ajoutent à un potentiel de 100 élèves. Et ces 100 élèves qui étaient après la place 130, ces 100 élèves plus ces 50 élèves, l'université a convenu de mettre en place des procédures d'évaluation pour juger de la compétence de ces élèves qui ne soit pas seulement une compétence d'ordre de la maîtrise d'éléments de biochimie ou d'anatomie, mais de leur capacité à affronter des situations critiques. Je ne vais pas au-delà. Mais ce que je veux montrer par là même, c'est que l'idée de compétence de vie, malheureusement, dans la manière dont l'Université de Brest, à mon sens, le met en place, ces compétences de vie, elles sont de plus en plus évaluées, mais évaluées parfois de manière évidemment trop rapide. Des jeunes qui sortent avec un diplôme d'ingénieur,
et qui vont taper à la porte d'une entreprise. Ces jeunes ont le même diplôme d'ingénieur. Ils ont les mêmes compétences d'ingénieur. Mais qui va être recruté? Ce n'est pas sur les compétences de ce diplôme que les gens vont être recrutés. Ils vont être recrutés sur autre chose. Par thèse interposée, je me suis rendu compte que, par exemple, on recrute sur des compétences sportives. Vous tapez à la porte d'une grande entreprise, vous êtes ingénieur informaticien et on est très intéressé à savoir si vous avez des compétences sportives. Et si vous avez des compétences sportives de petit niveau en rugby, je ne plaisante pas, si vous avez des compétences sportives de petit niveau en rugby, vous serez pris à diplôme équivalent avant quelqu'un qui aura des compétences sportives de haut niveau en athlétisme. J'essaie d'illustrer simplement l'idée que, alors j'essaie d'illustrer deux choses. D'une part, de la difficulté lors des examens à maîtriser ses compétences de vie, et d'autre part, le fait que c'est un truc, compétences de vie, qui n'a pas un intérêt seulement dans le cadre scolaire, mais qui est aujourd'hui, dans le cadre de l'emploi, présente beaucoup d'intérêt. Alors, on a d'autres questions qui nous arrivent. Rafa vous demande en fait où pourrait-on inscrire le comportement qui est en relation avec l'environnement externe, comme la protection de l'environnement? C'est une belle question. C'est une belle question, mais pour arriver à commencer à y répondre, il faut rentrer dans une modélisation de l'activité mentale. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans... Vous voyez, moi, je distinguais des familles de compétences socio-émotionnelles, relationnelles, cognitives par rapport aux compétences conceptuelles, par rapport aux compétences des programmes. Mais dans le même temps, je montrais l'intérêt à relier, comme le fait le Québec, savoir résoudre un problème et puis ce qui est développement de la pensée critique. Et donc, en fait, c'est modélisé. Il n'y a pas dans un coin de ma tête quelque chose qui serait le respect de la diversité, dans un autre coin, quelque chose qui serait de la capacité à résoudre des problèmes, et puis dans un troisième coin, c'est-à-dire qu'on est dans le cadre d'une modélisation de la pensée, on est dans le cadre d'une modélisation de l'activité de pensée d'un individu. Et donc, pour arriver à répondre à votre question, il faudrait reprendre les modélisations qui existent pour voir en définitive, pour faire des distinctions entre un comportement et une attitude, pour faire des distinctions entre ce qui est du domaine de la pensée et ce qui est du domaine de l'action. Donc, je ne rentre pas dans ces considérations, mais j'ai tout à fait conscience que votre question a beaucoup d'intérêt. Alors, on a d'autres questions, Julie? Oui, peut-être lier deux questions. La question de Hamid et la question de Maria. Hamid demande s'il y a une différence entre l'intégration de ces compétences dans un environnement ou un système anglophone et francophone. Et Maria amène en complément le fait que le système éducatif français a une spécificité quasi unique avec l'existence de la vie scolaire et son ou sa pilote, la CPE. On est au cœur de cette question des compétences de vie. Ah oui, je pense, pour commencer par la deuxième réflexion, plus que question, je pense qu'effectivement, les CPE sont au cœur de ces questions. Et en fait, ce à quoi ils s'intéressent très fréquemment, ce sont à des comportements, ce sont à des attitudes, ce sont à des manières d'être dans le cadre de la vie scolaire. Comme je pense d'ailleurs que des enseignants qui sont au fait des compétences de vie, qui cherchent à évaluer ces compétences de vie, ce sont les professeurs d'éducation physique et sportive. Ce sont ceux dans les classes desquelles il y a forcément quelque chose qui est ou n'est pas de l'ordre de la coopération. Il y a forcément quelque chose qui est de l'ordre ou n'est pas de l'ordre du respect de la diversité, de l'esprit critique, etc., etc. Donc, il me semble que, ma foi, chaque enseignant peut-être, alors je déborde et je rejoins en partie la première question, chaque enseignant peut-être
voyez, devrait se demander, alors, par rapport à une typologie des compétences de vie, et si on se retrouvait l'année prochaine dans le cadre des réflexions autour des compétences de vie, on pourrait se demander, en maths, finalement, par rapport à l'histoire-géographie, quelles sont les compétences de vie qui semblent les compétences de vie les plus présentes. Et chacune des disciplines pourrait se poser cette même question. Quelles sont les compétences de vie qui sont les plus présentes à travers ma discipline? Donc, par là même, quelles sont les compétences de vie dont je peux viser le plus simplement, peut-être? Je veux dire je fais l'hypothèse qu'un professeur d'art plastique va être très intéressé par la compétence de vie créativité. Je fais l'hypothèse qu'un professeur de mathématiques risque d'être ou qu'un professeur de sciences risque d'être très intéressé par la compétence développement de l'esprit critique. Mais il ne s'agit pas de s'enfermer à ce moment-là dans ces compétences de vie qui sont des compétences clés dans sa discipline. Il s'agit de s'ouvrir aux autres compétences de vie en ayant conscience que ces compétences de vie-là peuvent être plus facilement abordées. Je ne suis pas sûr d'avoir répondu complètement à la première question. Vous pourriez la reprendre, Julie? Oui, bien sûr. Donc, la première question était de savoir s'il existe une différence entre Ah oui, l'intégration de ces oui. compétences dans un système francophone et dans un système anglophone. Je pense que je crois que Jean-Christophe Debert a écrit des choses extrêmement intéressantes et a dit des choses extrêmement intéressantes à ce sujet-là. Je pense que la question de la citoyenneté, tout ce qui est du domaine du vivre ensemble, est extrêmement présent dans le cadre des systèmes tels que le système francophone. Je pense que l'idée d'individuation, l'idée d'autonomie est beaucoup plus présente dans les systèmes anglophones. Je pense que les systèmes anglophones sont très attentifs au développement de la personne et les systèmes francophones très attentifs au développement de la citoyenneté, au développement du vivre ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il faille aller dans un sens plutôt que dans l'autre. Ça veut dire que, tout comme je cherchais à le montrer rapidement à travers le Japon, il existe des différences culturelles. Il existe des différences culturelles. Mais je fais aussi l'hypothèse qu'un système éducatif, comme le système éducatif français, est un système qui, dans les écrits, à travers les écrits, se montre extrêmement intéressé par tout ce qui est de l'ordre de la coopération, tout ce qui est de l'ordre de la fraternité, tout ce qui est de l'ordre de la coopération, même si je vais trop vite dans ces rapprochements. Mais ce système-là, dans le même temps où les écrits sont nombreux dans ce sens, dans la manière dont ils fonctionnent, n'attribue peut-être pas le même intérêt à ce qu'il écrit. Je fais regarder ce qu'il en est des examens. Dans combien d'examens on prend en compte la coopération? On va avoir des circulaires, pour ne pas dire des décrets, qui vont insister sur le travail en groupe, qui vont insister sur la coopération, qui vont insister sur des dimensions qui ultérieurement sont très rarement prises en compte. Il y a une espèce de césure entre le système éducatif et ce qui existe dans un certain nombre de systèmes éducatifs du second degré et ce qui existe dans le système de l'enseignement supérieur. Un jeune qui rentre dans une école d'ingénieur, les premières activités auxquelles il est confronté, ce sont des projets. Il a, par petits groupes, à mettre en place un projet. Je ne dis pas que ces choses-là n'existent pas dans l'enseignement secondaire que je connais. Je dis qu'elles sont largement minoritaires. Et je dis que les examens devraient, on ne peut pas dire aux enseignants, faites coopérer vos élèves, faites-les travailler en groupe, prenez en compte telle et telle compétence qui paraissent importantes.
si les examens ne s'infléchissent pas. Alors, ils sont en train de s'infléchir. Moi, je l'observe à travers l'enseignement scientifique, par exemple. Mais ça va doucement. Ça va doucement. J'observe que, parce que j'y faisais référence tout à l'heure, je crois profondément que le sens que l'on attribue à une discipline est lié un quart d'heure, que le sens que l'on attribue à une discipline est lié à ce qui est du domaine de la compréhension de l'histoire de cette discipline. Quelqu'un, dans le cadre du grand oral, là, m'expliquait que cette jeune fille avait eu comme sujet les logarithmes. Et les logarithmes décimaux, les logarithmes népériens, pardon. Et la question qui lui était posée, et les logarithmes décimaux. Logarithme, ça date de quand à peu près? Une question extrêmement intéressante. Comment est-ce que cet Écossais a fait exister l'idée de logarithme? Comment un concept se crée? Dans quelles conditions il se crée? Quelle est la socio-histoire de ce qu'on enseigne? Et la malheureuse fille me disait, mais jamais le prof nous a expliqué comment on a découvert, on a créé plutôt que découvert les logarithmes décimaux et puis les logarithmes népériens. L'école pense souvent que le sens de ce que l'on enseigne est dans le rapport entre le présent et le futur, à travers l'idée de projet. Vous savez, comme on répond parfois à ses enfants, mais tu verras quand tu seras grand, tu comprendras. Non, le sens est dans le rapport entre le présent et le passé. Nous sommes les courroies de transmission de tous les hommes et de toutes les femmes qui nous ont précédés, ont construit comme contenu de connaissance. Et à ne pas suffisamment, peut-être, regarder comment, je ne sais pas, parce que je suis prof d'histoire, d'où vient l'idée de civilisation, comment elle s'oppose ou se raccroche à l'idée de culture, à ne pas prendre le temps de regarder comment sont nés ce que nous enseignons, d'une certaine manière, nous passons à côté de quelque chose. Eh bien, moi, ce que je voudrais, ce que je souhaiterais, l'hypothèse que je fais, si on échange ensemble à partir du mois de septembre, et ultérieurement, si cela existe, une communauté d'apprentissage autour des compétences de vie, c'est centré simultanément sur l'idée de compétences de vie et sur la nature de ce qu'on enseigne. Ce n'est pas pour rien que tout à l'heure, je parlais d'épistémologie, je parlais, pourquoi pas, d'anthropologie, pourquoi pas, comme je viens de le faire à l'instant, la socio-histoire. Les vaccins, là, les vaccins. Le prof de SVT qui prendrait le temps de s'y intéresser, non seulement d'arriver à décrire ce que c'est qu'un vaccin, comment on crée un vaccin, mais comment Pasteur, le premier, et Pasteur, c'est quand? C'est la fin du 19e, hein? Ce n'est pas l'Antiquité. Hein? Comment Pasteur, comment les idées lui sont venues, comment il s'est opposé à ce grand, lui, Pasteur, qui n'était pas médecin, qui était biochimiste, s'est opposé à ce grand médecin allemand. Et puis, on intéresserait les élèves à comprendre, à se poser des questions du type, mais comment ça se fait que si on m'injecte quelque chose, alors que moi, je n'en ai pas conscience de ce qu'on m'injecte, c'est justement parce que je ne sais pas ce qu'on m'injecte que certains ont si peur. Comment se fait-il que quand on m'injecte quelque chose, mon organisme est capable de le reconnaître? Ça veut dire qu'il y a une mémoire en moi qui m'échappe complètement. Mais alors, qui suis-je si je n'ai pas la mémoire de moi-même? À la fac, je posais cette question. Qui suis-je? Est-ce que je suis mon corps ou est-ce que je ne suis pas mon corps? Ouh là là, je commençais comme ça le premier cours. Alors les élèves, enfin les étudiants, où est-ce qu'ils veulent en venir? Je leur disais, mais j'ai envie de sauter haut,
j'ai envie de courir vite, j'ai envie de bien d'autres choses, et plus le temps passe, et moins j'y arrive. Mais alors, qui je suis? Je suis mon corps ou je suis autre chose? Alors, si je suis autre chose, qu'est-ce que je suis? Qui suis-je? Je suis un esprit? Mais qu'est-ce que c'est qu'un esprit? Enfin, bon, j'en reste là. J'en reste là, mais ce que je veux dire, c'est que s'intéresser au contenu, plutôt s'intéresser aux compétences de vie, conduit à s'intéresser au contenu. Et je pense que plus je m'intéresserai à essayer, en tant qu'enseignant, à essayer de comprendre ou aider, plus je m'intéressais à aider un élève à tenter de comprendre comment il apprend, plus peut-être je serai attentif non seulement aux compétences socio-relationnelles, émotionnelles, cognitives, mais plus je serai intéressé aussi à comprendre le contenu et derrière ce contenu, à rendre, oui, je reprends l'expression que j'utilisais tout à l'heure, à rendre visible l'invisible. Quand j'enseigne des SVT, j'enseigne le rapport entre moi, entre mon corps et mon esprit. J'enseigne le rapport à l'altérité, à la diversité. Est-ce que je peux regarder chacune des disciplines de la sorte et regarder quelles sont ces grandes interrogations, qui sont des interrogations ontologiques, métaphysiques, qui caractérisent ma discipline, Une professeure d'histoire me disait il n'y a pas très longtemps, vous savez, moi je suis devenu prof d'histoire parce que, comme on dit toujours, parce que j'aimais ça, mais parce que je crois que je suis intéressé à comprendre d'où je viens. Je suis intéressé à comprendre comment, d'une certaine manière, eh bien, moment de notre histoire, la vie s'arrêtait à 20, 25 ans. Et comment, alors que la vie, pour un homme, l'espérance de vie était de 25 ans, comment il a été possible de transmettre quelque chose qui était de l'ordre d'une mémoire pour que les hommes n'aient pas en permanence à reconstituer tout ce qu'ils avaient appris pendant la faible durée de leur existence. Je suis devenu prof d'histoire parce que, me disait cette personne, parce que d'une certaine manière, ce qui l'intéressait, oui, elle ajoutait, vous savez que j'ai affaire, que j'enseigne l'Antiquité, ou que j'enseigne la période moderne ou contemporaine, ce qui m'intéresse derrière tout ça. Évidemment, ce ne sont pas les dates, c'est même pas seulement la géopolitique, comme aujourd'hui les programmes d'histoire et de géographie le suggèrent, mais c'est ces grandes idées qui font qu'à un certain moment se sont constituées ces choses que l'on appelle des disciplines. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'une discipline ? Bien, merci. On va peut-être clore là-dessus. Certains font mention du vertige dans la zone de clavardage et d'un rapport au corps qu'il faudrait peut-être se réapproprier. On n'a plus qu'à vous remercier, Michel Develay, d'être resté cette heure avec nous. Et puis, pour ceux qui sont à la Mission laïque française, puisqu'on a un public très divers ce soir, c'est vous donner rendez-vous au mois de septembre pour l'ouverture de la communauté qui va débuter avec 5 conférences pour essayer de mieux comprendre, périmétrer ses compétences de vie avant de se lancer dans des expérimentations établissements. Merci à vous. Bonne soirée à chacun et au plaisir de se retrouver.